J'ai toujours cru que le jour où je recevrais ma première vraie promotion serait le plus beau de ma vie. Mais ce matin-là, quand j'ai ouvert la porte de mon appartement et vu leur visage, j'ai compris que rien ne serait jamais comme je l'avais imaginé. Ils étaient là, sur le palier. Fabrice, mon père, avec son éternel survêtement gris délavé et ce regard vide qu'il traîne depuis des années. Corinne, ma mère, les bras croisés, ce sourire forcé qui ne trompe personne. Aucun félicitation, aucun « on est fier de toi », juste ce silence lourd, glacial, qui m'a transpercé avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. La lumière du couloir dessinait leurs silhouettes comme des ombres menaçantes. J'ai senti mes doigts se crisper sur la poignée de la porte. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'ils l'entendent. « On doit te parler, Méline », a dit mon père en entrant sans invitation. Sa voix était sèche, mécanique, pas celle d'un père qui vient voir sa fille, celle d'un créancier qui vient réclamer son dû. Je les ai laissés entrer. Mon appartement, petit mais lumineux, avec vue sur les toits de Lyon. Chaque meuble acheté avec mon propre argent. Chaque objet, une victoire. Ils ont à peine regardé autour d'eux. Pas un compliment sur la décoration que j'avais soigneusement choisie. Pas une remarque sur les plantes vertes près de la fenêtre, symbole de cette nouvelle vie que j'avais construite loin d'eux. Rien. Corinne s'est assise sur mon canapé comme si elle rentrait d'une longue journée de travail. Elle a posé son sac à main à côté d'elle avec un soupir théâtral. Lui est resté debout, les mains dans les poches, scrutant la pièce comme un inspecteur évaluant un bien à saisir. L'odeur de café que j'avais préparée ce matin flottait encore dans l'air. J'avais prévu de passer une journée tranquille, de savourer enfin ce sentiment d'accomplissement. Mais leur présence avait tout contaminé. L'atmosphère était devenue étouffante. « On a appris pour ton nouveau poste », a-t-elle commencé, d'une voix faussement douce. « Ton oncle Gérard nous a dit que tu gagnais bien ta vie maintenant. » Mon cœur s'est serré. Gérard. Toujours lui. L'espion de la famille, celui qui ne peut pas s'empêcher de colporter chaque information, chaque ragot. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû savoir qu'il ne pouvait pas garder un secret, surtout quand il s'agissait de moi. « Oui, j'ai eu une promotion », ai-je répondu prudemment, sentant déjà que quelque chose n'allait pas. Ma voix tremblait légèrement. Je me suis mordu la lèvre inférieure pour reprendre contenance. Fabrice a sorti son téléphone de sa poche et l'a posé sur la table basse avec un geste lent, calculé, presque cérémonieux. À l'écran, une capture d'écran. Mon contrat de travail. Mon salaire. Net, brut, prime. Tout. Chaque ligne, chaque chiffre, exposé sous mes yeux comme une pièce à conviction. Mon sang s'est glacé. Mes jambes ont failli me lâcher. Comment avait-il eu ça? Qui d'autre que Gérard avait trahi ma confiance? J'ai senti une bouffée de chaleur monter dans ma poitrine. Un mélange de honte et de colère que je n'arrivais pas à démêler. 3 200 € net par mois, a-t-il lu à voix haute, comme s'il lisait un verdict. Pas mal pour une fille qui prétendait qu'elle n'avait rien. Le ton était accusateur, presque moqueur, comme si j'avais menti, comme si j'avais commis un crime en réussissant. Vous savez, j'hésite toujours à partager ces moments-là, ces instants où tout bascule. Mais si vous êtes encore là, c'est que vous comprenez. Que vous aussi, peut-être, vous avez déjà ressenti cette douleur silencieuse. Cette trahison qui vient de ceux qui devraient vous protéger. Si cette histoire résonne en vous, si vous voulez savoir comment j'ai trouvé la force de me relever, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Parce qu'ici, on ne juge pas. On écoute. On partage. Et parfois, juste savoir qu'on n'est pas seul, ça change tout. Les mots sont sortis de ma bouche avant même que je réalise ce que je disais. « Comment tu as eu ça ?» Ma voix était à peine audible. J'avais l'impression d'être redevenue une enfant prise en faute. Cette sensation horrible qui vous ramène des années en arrière quand vous cherchiez encore leur approbation. « Peu importe », a coupé Corinne d'un ton sec, balayant ma question d'un geste de la main. « L'important, c'est qu'on sait. Et maintenant qu'on sait, il faut qu'on parle. » Elle s'est penchée en avant, les coudes sur les genoux, ce regard maternel qu'elle réserve aux grandes occasions. Celui qui dit « Je fais ça pour ton bien », celui qui m'avait tant dupé par le passé. « Méline, on est ta famille. On t'a élevé, nourri, logé pendant 25 ans. On a tout donné pour toi. Et maintenant que tu réussis, tu nous oublies ?» Chaque mot était soigneusement choisi. Chaque syllabe était une manipulation. J'ai senti mes mains trembler. Mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes jusqu'à laisser des marques rouges. Je ne vous oublie pas, mais j'ai mes propres charges, mes propres... « Tes propres charges ?» a ricané Fabrice, m'interrompant brutalement.
Tu vis seule dans un appartement de 40 mètres carrés. Tu n'as ni mari ni enfant. Qu'est-ce que tu peux bien faire de tout cet argent? Le mépris dans sa voix m'a coupé le souffle. Comme si ma vie, mes choix, mes sacrifices ne valaient rien. Comme si le fait d'être célibataire et sans enfant me rendait inutile, égoïste. Comme si je n'étais qu'une tirelire ambulante qui ne méritait pas de garder ce qu'elle gagnait. J'ai regardé par la fenêtre, essayant de trouver un point d'ancrage. Les toits de Lyon brillaient sous le soleil timide de novembre. Au loin, une mer poussait un landau. Une vie normale. Une vie que je m'étais construite pierre par pierre. « On ne te demande pas grand-chose », a repris Corinne d'une voix mielleuse, presque suppliante maintenant. « Juste de nous aider. 50% de ton salaire chaque mois. C'est normal, non? On est tes parents. 50%. » Les mots ont résonné dans ma tête comme une claque. 1 600 €, plus de la moitié de ce que je gagne. De ce que j'ai gagné. Moi, seule, sans eux, sans jamais leur demander quoi que ce soit. J'ai fermé les yeux une seconde. J'ai essayé de respirer, mais l'air ne passait plus. « Vous plaisantez » ai-je murmuré, incrédule, cherchant dans leur regard une trace d'humour, un signe qu'ils ne pensaient pas vraiment ce qu'ils venaient de dire. « On ne plaisante pas », a répondu mon père, froidement, en croisant les bras. Son visage était dur, fermé. « Tu nous dois ça. Et si tu refuses, on fera en sorte que toute la famille sache quel genre de fille tu es vraiment. Une ingrate qui laisse ses parents se débrouiller pendant qu'elle roule sur l'or. » Le chantage, cru, direct, sans la moindre honte. Corinne a hoché la tête, l'air désolé. Comme si elle regrettait déjà d'avoir à en arriver là. Mais ses yeux étaient durs, calculateurs. Elle jouait son rôle à la perfection. La mère blessée, obligée de prendre des mesures radicales face à une fille ingrate. On ne veut pas en arriver là, ma chérie. Mais tu nous y obliges. Ma chérie. Ce mot, qu'elle prononçait avec une fausse tendresse, m'a retourné l'estomac. J'ai serré les poings si fort que mes articulations sont devenues blanches. Je les ai regardées. Ces deux personnes qui m'avaient mise au monde, qui auraient dû me soutenir, m'encourager, être fières de moi. Et tout ce que je voyais, c'était deux étrangers prêts à me détruire pour de l'argent. Deux personnes capables de piétiner ma dignité, mon travail, mes efforts, sans la moindre once de remords. Ils sont partis peu après, me laissant seule dans mon appartement, le silence pesant comme une chape de plomb. J'ai fermé la porte derrière eux et me suis laissée glisser contre le mur, les jambes tremblantes, le souffle court, le bois froid contre mon dos, le sol dur sous mes cuisses. J'ai regardé le plafond. Les larmes refusèrent de couler, comme si mon corps lui-même refusait de leur donner cette satisfaction. Et c'est là, assise sur le sol froid de mon entrée, que j'ai pris ma décision. Ils voulaient de l'argent? Ils voulaient me faire plier? Très bien. Mais ils allaient découvrir que Méline, la petite fille docile qu'ils croyaient connaître, n'existait plus. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais gardé tout. Chaque message, chaque preuve, chaque humiliation. Et ce jour-là, j'ai commencé à préparer quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Si vous voulez savoir ce qu'il y avait dans cette enveloppe et comment j'ai retrouvé ma dignité, restez avec moi. Parce que cette histoire ne fait que commencer. Et croyez-moi, la fin en vaut la peine. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai ouvert mon ordinateur, mes tiroirs, mes vieux carnets. Tout ce que j'avais soigneusement rangé au fond de ma mémoire, tout ce que j'avais essayé d'oublier pendant des années, est remonté à la surface. La lumière bleue de l'écran illuminait mon visage dans l'obscurité. Mes doigts tremblèrent sur le clavier. Dehors, Lyon dormait. Mais moi, j'étais parfaitement éveillée, habitée par une clarté nouvelle, presque violente. Les messages. Des centaines de messages. J'ai commencé par les plus anciens, ceux de mes 18 ans, quand j'avais été acceptée en école de commerce. J'étais tellement fière. J'avais couru jusqu'à la maison pour leur annoncer la nouvelle, le cœur battant, les joues rouges d'excitation. Je me revoyais encore pousser la porte d'entrée, essoufflée, brandissant la lettre d'admission comme un trophée. Corinne était dans la cuisine, Fabrice devant la télévision. L'odeur de tabac froid imprégnait l'air. Une assiette sale traînait sur la table basse depuis le matin. « Maman, papa, je suis acceptée. Alem Lyon. » Corinne avait levé les yeux de son téléphone, l'air agacé. Comme si je venais de l'interrompre en plein milieu de quelque chose d'important.
Elle n'avait même pas souri. « C'est bien, ma chérie. Mais tu sais qu'on ne pourra pas t'aider financièrement, hein? On a nos propres problèmes. » Ces mots étaient ressortis avec une indifférence glaciale. Pas de bravo, pas de on est fier, juste cette réalité brutale. Tu es seul. Fabrice n'avait même pas tourné la tête. Ses yeux restaient rivés sur l'écran de télévision, sur un jeu télévisé dont il ne retiendrait rien. De toute façon, tu vas sûrement abandonner au bout de 6 mois, comme tout le reste. J'avais souri, forcé, avalé mes larmes, serré la lettre contre ma poitrine comme pour la protéger de leur venin. Et je m'étais juré de leur prouver qu'ils avaient tort. Les années ont passé. Les messages aussi. Je les ai tous relus, un par un, cette nuit-là. Chacun était comme un coup de poignard que je m'infligeais à nouveau. Mais cette fois, ce n'était plus de la douleur. C'était de la lucidité. Arrête de rêver, Méline. Tu n'es pas assez intelligente pour ce genre d'études. Tu perds ton temps. Tu ferais mieux de trouver un vrai travail et de nous aider. On ne comprend pas pourquoi tu t'obstines. Tu n'arriveras à rien. Chaque mot m'avait blessé. Chaque phrase m'avait fait douter. Mais je ne les avais jamais effacées. Quelque part, au fond de moi, je savais qu'un jour, j'en aurais besoin. C'était comme si une partie de moi avait toujours su que ce moment viendrait. J'ai ouvert mon dossier bancaire, les relevés de mes 20 ans. Les pages se sont affichées une à une, chacune racontant une histoire que j'avais essayé d'oublier. Les virements que je leur faisais chaque mois, même quand je vivais avec 200 € pour tenir jusqu'à la fin du mois. Les 150 € pour aider avec le loyer. Les 200 pour l'anniversaire de maman. Les 300 pour une urgence. Je me souvenais de ces urgences. Toujours floues, jamais expliquées. On a un problème, Méline. Tu peux nous dépanner? Et moi, naïve, je disais oui. Toujours oui. Jamais de merci. Jamais de on est fier de toi. Juste des demandes. Encore et encore. Comme un puits sans fond où je jetais mon argent, mon temps, mon énergie. J'ai cliqué sur un dossier intitulé « Famille ». Des photos. Des souvenirs figés dans le temps. Mon anniversaire de 22 ans. J'avais invité mes parents au restaurant. Un petit bistrot près de la Saône. J'avais économisé pendant 2 mois pour pouvoir les inviter. Corinne avait commandé le plat le plus cher. Fabrice avait bu 3 verres de vin. À la fin du repas, ils étaient repartis sans même me souhaiter bon anniversaire. J'avais payé l'addition seule, puis j'étais rentrée chez moi en pleurant dans le métro. Et puis, il y a eu ce message, celui que je n'oublierai jamais. C'était il y a 3 ans. Je venais de décrocher mon premier CDI. Je leur avais envoyé un message, pleine d'espoir, le cœur gonflé de fierté. J'avais tapé et retapé les mots, cherchant la formulation parfaite pour qu'ils comprennent enfin ce que cela représentait pour moi. « Maman, papa, j'ai signé mon contrat aujourd'hui. Je commence lundi. Je voulais vous inviter à dîner pour fêter ça. » La réponse de Corinne était arrivée 2 heures plus tard. 2 heures pendant lesquelles j'avais regardé mon téléphone toutes les 5 minutes, espérant, attendant, priant pour qu'il soit enfin fier. « On est content pour toi, mais on ne pourra pas venir. Ton père est fatigué. Et puis, tu sais, on n'aime pas trop sortir. Mais si tu veux vraiment nous faire plaisir, tu peux nous envoyer un peu d'argent. On a des factures en retard. » J'avais relu ce message 10 fois, 20 fois, cherchant entre les lignes un mot d'affection, une trace de fierté. Mais il n'y avait rien. Juste une demande d'argent déguisée en conversation. J'avais pleuré ce soir-là. Longtemps. Recroquevillée sur mon lit, le téléphone serré contre ma poitrine. Puis j'avais fait le virement. Comme toujours. Parce que je ne savais pas dire non. Parce qu'une partie de moi espérait encore qu'un jour, il changerait. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'avais une arme. Et j'allais m'en servir. J'ai imprimé tout. Les messages, les relevés bancaires, les reçus de virement. Le bruit de l'imprimante résonnait dans le silence de la nuit. Chaque page qui sortait était une libération. J'ai créé un dossier. Propre, organisé, méthodique, chronologique. Du premier message blessant au dernier chantage. Puis j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à écrire. Une lettre. Pas pour eux. Pour moi. Pour mettre des mots sur ce que je ressentais depuis si longtemps. Pour exorciser cette douleur qui me rongeait depuis des années. Mes doigts volaient sur le clavier. Les mots coulaient, libres, enfin. Cher Fabrice, chère Corinne, vous m'avez demandé 50% de mon salaire. Vous avez dit que c'était normal, que je vous devais ça, que j'étais ingrate. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose. Vous ne m'avez jamais félicité.
jamais encouragé, jamais soutenu. Quand j'ai réussi mes examens, vous avez dit que c'était de la chance. Quand j'ai décroché mon premier emploi, vous m'avez demandé de l'argent. Quand j'ai été promue, vous avez fouillé dans ma vie privée pour savoir combien je gagnais. Vous m'avez dit que j'étais égoïste, que je pensais qu'à moi. Mais qui payait vos factures pendant que j'étais étudiante? Qui vous envoyait de l'argent même quand je n'avais rien? Qui a continué à vous aimer malgré tout? Moi. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Non pas par vengeance, mais par respect pour moi-même. Parce que je mérite mieux que ça. Parce que je ne suis pas votre plan de retraite. Je suis votre fille, et vous m'avez oublié en cours de route. Alors non, vous n'aurez pas 50% de mon salaire. Vous n'aurez rien. Mais je vais vous donner quelque chose d'autre. La vérité. Celle que vous avez toujours refusé de voir. J'ai relu la lettre 3 fois. Mes mains tremblaient. Mais mon esprit était clair. Chaque mot était juste. Chaque phrase était nécessaire. Dehors, le ciel commençait à pâlir. L'aube se levait sur Lyon. Et avec elle, une nouvelle Méline. Une femme qui refusait de se laisser détruire. Il me restait une dernière chose à faire. Le lendemain, je me suis rendue à la banque. J'ai demandé un relevé complet de mes transactions des 10 dernières années. Chaque virement que je leur avais fait, chaque euro donné, chaque sacrifice financier. L'agence était presque vide ce matin-là. Le sol en marbre brillait sous les néons froids. Une musique d'ambiance jouait en sourdine, censée créer une atmosphère apaisante, mais qui ne faisait qu'amplifier mon anxiété. J'ai attendu mon tour, assise sur une chaise en plastique noir, les mains serrées sur mes genoux. Le conseiller m'a regardé avec curiosité quand j'ai formulé ma demande. Il a froncé légèrement les sourcils, comme s'il cherchait à comprendre pourquoi quelqu'un voudrait remonter si loin dans son historique bancaire. « C'est pour des raisons personnelles ?» ai-je dit d'une voix ferme, sans lui laisser le temps de poser des questions. Il a hoché la tête et s'est mis au travail. 20 minutes plus tard, il m'a tendu une enveloppe épaisse remplie de documents. Je sentais le poids du papier dans mes mains, le poids de 10 ans de générosité non réciproque. « Merci », ai-je murmuré. En sortant de la banque, j'ai serré l'enveloppe contre ma poitrine. Le soleil d'automne perçait à travers les nuages. Les rues de Lyon s'animaient doucement. Des gens pressés se croisaient, chacun absorbé par ses propres préoccupations. Personne ne pouvait deviner ce que je portais. Personne ne pouvait imaginer la tempête qui se préparait. De retour chez moi, j'ai tout étalé sur ma table. Les preuves s'accumulaient. Plus de 15 000 € en 10 ans. 15 000 € que j'avais donnés sans jamais rien demander en retour, sans jamais recevoir un mot de gratitude sincère. J'ai tracé une ligne chronologique sur une feuille blanche. Chaque virement correspondait à un moment précis. Un anniversaire oublié. Une urgence fabriquée. Une culpabilisation savamment orchestrée. C'était un schéma répétitif, presque mécanique. Et moi, j'avais été la parfaite victime consentante. Mes mains ont commencé à trembler. Pas de colère cette fois, mais de détermination. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché une association. Pas n'importe laquelle. Une qui aide les jeunes en difficulté à poursuivre leurs études. Une qui fait ce que mes parents n'ont jamais fait pour moi. J'ai lu des témoignages de jeunes soutenus par cette organisation. Des histoires de résilience, d'espoir, de réussite contre toute attente. C'était exactement ce que je cherchais. J'ai rempli le formulaire de don en ligne. Mon cœur battait fort. Les chiffres défilaient sur l'écran. 1 600 €. Exactement 50% de mon salaire mensuel. Le montant qu'il m'avait demandé. Le montant qu'il ne méritait pas. J'ai cliqué sur « Confirmer ». Une page de remerciement s'est affichée. Un message simple, mais sincère, de la part de l'association. Des mots qui résonnaient en moi d'une manière que les messages de mes parents n'avaient jamais réussi à faire. Votre générosité changera des vies. Merci de croire en l'avenir de ces jeunes. Des larmes ont coulé sur mes joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement, de libération. J'ai imprimé le reçu. La preuve tangible que mon argent pouvait servir à quelque chose de bien, à quelque chose de vrai. Et je l'ai ajouté au dossier qui grossissait d'heure en heure. Restait l'étape la plus difficile. Organiser le déjeuner familial. J'ai pris mon téléphone. Mon pouce a hésité au-dessus du nom de ma tante Sylvie, la sœur de Corinne. Elle a toujours été gentille avec moi, même si elle ne s'est jamais opposée à ses manigances. Elle choisissait le silence, la neutralité, pour éviter les conflits. Mais au fond, je savais qu'elle avait bon cœur. J'ai composé son numéro. Une sonnerie. 2, 3.
Allô? Sa voix était douce, chaleureuse. Sylvie, c'est Méline. Comment vas-tu? Méline? Quelle surprise! Je vais bien, ma chérie. Et toi? Nous avons échangé quelques banalités. Puis j'ai pris une grande inspiration. Sylvie, j'aimerais organiser un déjeuner dimanche prochain. Toute la famille, chez toi si c'est possible. J'ai quelque chose d'important à partager. Il y a eu un silence. J'entendais presque les rouages de sa pensée tourner à travers le téléphone. « Tout va bien, Méline ?» a-t-elle demandé, la voix teintée d'inquiétude. « Oui, mais il faut que tout le monde soit là. C'est important. » Elle a hésité encore un instant. « D'accord, je vais préparer quelque chose. Tu veux que j'invite qui exactement? » Fabrice, Corinne, toi, Julien, Gérard, Agathe, les personnes les plus proches. Très bien, je m'en occupe. Merci, Sylvie, vraiment. Après avoir raccroché, j'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai fermé les yeux. Mon cœur battait si fort que je sentais chaque pulsation dans ma gorge. C'était fait. Le compte à rebours avait commencé. J'ai envoyé les invitations par message. Courtes, polies, sans dévoiler quoi que ce soit. Fabrice a répondu par un simple « OK ». Corinne par un emoji souriant, comme si tout était normal. Gérard n'a même pas répondu. Agathe m'a envoyé un cœur. Les jours ont passé lentement. Trop lentement. Chaque matin, je relisais mes documents. Chaque soir, je répétais mentalement ce que j'allais dire. Mais au fond de moi, je savais que je n'aurais pas besoin de mots. Les faits parleraient d'eux-mêmes. J'ai acheté une grande enveloppe blanche dans une papeterie du centre-ville. Épaisse. Solide. J'ai passé mes doigts sur sa surface lisse. Elle allait contenir tant de choses, tant de vérités enfouies. Le vendredi soir, 2 jours avant le déjeuner, j'ai glissé tout dans l'enveloppe. Les messages imprimés, soigneusement classés par ordre chronologique. Les relevés bancaires annotés en rouge pour souligner chaque virement. La lettre, pliée en 3, placée au-dessus de tout le reste. Le reçu de Dawn, ajouté en dernier, comme une conclusion. J'ai écrit leur nom dessus avec un feutre noir. Fabrice et Corinne. Mon écriture était ferme, assurée, aucun tremblement. Puis je l'ai posée sur ma table de nuit. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi paisiblement. Aucun cauchemar, aucune insomnie, juste un sommeil profond, réparateur, celui de quelqu'un qui sait qu'elle fait enfin ce qu'il faut. Le dimanche est arrivé. Le ciel était gris, typique d'un après-midi d'automne à Lyon. Les nuages bas menaçaient de déverser leur pluie à tout moment. L'air était frais, presque glacial, portant cette odeur humide caractéristique de novembre. J'ai enfilé une robe simple, noire, élégante. Rien de trop voyant, rien qui puisse détourner l'attention de ce qui allait se passer. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Mes yeux étaient calmes, déterminés. Pour la première fois depuis longtemps, je me reconnaissais. J'ai pris l'enveloppe sur ma table de nuit. Elle pesait lourd dans mes mains. Pas à cause du papier, mais à cause de tout ce qu'elle représentait. 10 ans de silence. 10 ans de souffrance. 10 ans de vérité enfin prête à éclater au grand jour. Je suis partie. En arrivant chez Sylvie, j'ai senti mon cœur battre plus fort. Sa maison se trouvait dans un quartier résidentiel calme de caluire et cuir. Un petit pavillon avec un jardin bien entretenu. Des voitures étaient déjà garées devant. Tout le monde était là. J'ai pris une grande inspiration avant de sonner. Sylvie a ouvert presque immédiatement, un sourire chaleureux aux lèvres. « Méline, tu es là !» a-t-elle lancé en m'embrassant. « On t'attendait. Entre, entre !» L'odeur du poulet rôti flottait dans l'air. Des rires venaient du salon. Une scène familiale parfaite, presque irréelle, comme si tout était normal. Je me suis avancée dans le couloir, l'enveloppe serrée contre ma poitrine. En entrant dans le salon, j'ai vu Fabrice et Corinne assis côte à côte sur le canapé, l'air détendu. Comme si de rien n'était. Comme s'ils n'avaient pas essayé de me voler la moitié de ma vie quelques jours plus tôt. Gérard feuilletait un magazine. Julien discutait avec Agathe près de la fenêtre. Tout le monde semblait insouciant. « Méline !» a lancé Agathe en venant m'embrasser. « Ça fait plaisir de te voir. » J'ai souri, mais mes lèvres tremblaient légèrement. Je me suis assise en face de mes parents. L'enveloppe posée sur mes genoux. Personne ne l'a remarqué. Pas encore. Le déjeuner a commencé, des conversations banales, le temps, le travail, les vacances à venir. Julien racontait une anecdote sur son dernier voyage en Bretagne. Agathe parlait de son nouveau projet professionnel.
Je souriais poliment, hochant la tête au bon moment. Mais mon esprit était ailleurs. Chaque bouchée était difficile à avaler. Mon estomac était noué. Mes mains tremblèrent légèrement quand je portais mon verre d'eau à mes lèvres. Puis, au moment du dessert, Corinne s'est tournée vers moi. Son regard était froid, calculateur. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Alors, Méline, tu as réfléchi à notre discussion ?» Le silence s'est abattu sur la table comme une guillotine. Tout le monde nous regardait. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin. Les conversations se sont tues. « Quelle discussion ?» a demandé Sylvie intriguée en posant sa tasse de café. Fabrice a souri, un sourire satisfait, presque arrogant, comme s'il jouait une carte gagnante. On a juste demandé à Méline de nous aider un peu financièrement, vu qu'elle gagne bien sa vie maintenant. Sa voix était légère, désinvolte, comme s'il parlait de la météo. Un peu, ai-je répété calmement, en posant ma serviette sur la table. 50% de mon salaire, c'est un peu. Les regards se sont tournés vers mes parents. Gérard a froncé les sourcils. Julien a posé son verre, l'air choqué. 50%, c'est une blague, a dit Gérard incrédule. Pas du tout, a répondu Corinne, agacée en croisant les bras. C'est normal qu'une fille aide ses parents. On l'a élevée, nourrie, on a tout fait pour elle. Aide, oui, a murmuré Julien en secouant la tête. Mais là, c'est autre chose. C'est de l'extorsion. Corinne a ouvert la bouche pour répliquer, mais je l'ai devancée. J'ai quelque chose pour vous, ai-je dit d'une voix posée, presque trop calme. Tous les yeux se sont fixés sur moi. J'ai soulevé l'enveloppe de mes genoux et l'ai posée au centre de la table entre les assiettes et les tasses de café. Elle trônait là, blanche, imposante, chargée de secrets. Fabrice a tendu la main, méfiant. Il a pris l'enveloppe, l'a soupesée, puis l'a ouverte lentement. Corinne s'est penchée pour regarder. Leurs doigts ont tremblé en sortant les premiers documents. Leur visage a changé. D'abord la confusion. Les sourcils froncés, les yeux plissés, puis la pâleur, le sang qui quitte les joues, puis le choc, les lèvres qui s'entr'ouvrent, les yeux qui s'écarquillent. Ils ont sorti les documents un par un. Les messages, les relevés, la lettre, le reçu du don. Chaque page était une bombe qui explosait dans leurs mains. Corinne a porté la main à sa bouche. Fabrice a fermé les yeux, comme s'il espérait que tout cela disparaisse en les rouvrant. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Sylvie, inquiète en se levant à moitié de sa chaise. J'ai pris une grande inspiration. Ma voix était claire, ferme, sans trace de tremblement. C'est la vérité. Tout ce que je leur ai donné pendant 10 ans, tout ce qu'ils m'ont dit, tout ce qu'ils m'ont fait ressentir, et ce que j'ai fait avec l'argent qu'ils voulaient m'arracher. Sylvie a pris un des documents sur la table. Ses yeux se sont écarquillés en lisant les messages. Sa main a tremblé. « Mon Dieu, Corinne, c'est toi qui as écrit ça ?» Elle lisait à voix basse, incrédule. « Tu n'es pas assez intelligente. Tu perds ton temps. Tu n'arriveras à rien. » Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Ma mère n'a pas répondu. Elle fixait la table, les lèvres serrées, les mâchoires crispées. Son visage était devenu de pierre. Gérard a pris le reçu du don. Il a lu, relu, puis m'a regardé avec un mélange de stupéfaction et de respect. « Tu as donné 1 600 € à une association? » « Oui, parce que je préfère aider quelqu'un qui en a vraiment besoin plutôt que de financer la paresse. » Les mots sont sortis avec une fermeté que je ne me connaissais pas. Chaque syllabe était un acte de libération. Agathe pleurait doucement dans son coin, un mouchoir pressé contre ses lèvres. Julien avait baissé la tête, visiblement gêné d'assister à cette scène. Fabrice a levé la tête, les yeux rouges. Il y avait quelque chose dans son regard. De la honte peut-être, ou de la rage, ou les deux. « Tu nous humilies devant tout le monde », a-t-il murmuré d'une voix rauque. « Non, papa. Vous vous êtes humilié tout seul. Moi, je montre juste la réalité. Celle que vous avez toujours refusé de voir. » Le silence était assourdissant, pesant, oppressant. Personne n'osait bouger. Même l'horloge murale semblait avoir arrêté de faire du bruit. Agathe pleurait doucement. Julien avait baissé la tête. Sylvie serrait les documents dans ses mains, bouleversée, le visage défait. Corinne s'est levée brusquement, repoussant sa chaise avec violence. Le bruit a résonné dans toute la pièce. « On s'en va. » Sa voix était glaciale, coupante. Fabrice l'a suivie sans un mot. Il a laissé les documents éparpillés sur la table,
comme des cadavres abandonnés. Ils ont quitté la maison sans un regard, sans un au revoir. La porte s'est refermée derrière eux avec un claquement sec. Sylvie s'est approchée de moi et m'a pris la main. Ses yeux étaient humides. « Je suis désolée, Méline. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. »« Je sais, » ai-je murmuré. « Mais maintenant, vous savez. » Elle m'a serré dans ses bras, fort, longtemps, comme pour compenser toutes les années où personne ne l'avait fait. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec une étrange sensation de légèreté, comme si un poids immense avait été retiré de mes épaules. Mes pas étaient plus assurés, ma respiration plus profonde. Les jours ont passé. Fabrice et Corinne n'ont plus jamais essayé de me contacter. Pas un appel, pas un message. Rien, comme si j'avais cessé d'exister pour eux. La famille s'est divisée. Sylvie et Agathe m'ont soutenue sans réserve. Julien m'a envoyé un message touchant quelques jours plus tard. Gérard, en revanche, a choisi le camp de ses cousins. Certains m'ont reproché d'avoir été trop dur, d'avoir détruit la famille, mais pour la première fois de ma vie, je m'en fichais. J'ai continué à travailler, à vivre, à construire ma vie, ma vraie vie, celle que je méritais, celle que j'avais gagnée, seule. Et chaque fois que je passe devant cette enveloppe vide, encore posée sur mon bureau, je souris. Parce qu'elle ne contenait pas seulement des documents, elle contenait ma liberté. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Vraiment. Je sais que ce n'était pas facile, mais si ça a pu vous aider, vous inspirer, ou simplement vous faire sentir moins seul, alors ça en valait la peine. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires vraies, des histoires qui libèrent. Prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, vous méritez mieux que ceux qui ne voient en vous qu'un porte-monnaie. À bientôt.